Cyril Malka, Sans divan. Sans divan. Cyril Malka, Sans divan. Alors bonjour ou bonsoir, en fin de compte, je ne sais pas où vous vous trouvez dans le monde. Et bienvenue donc sur ce dernier webinaire de l'année qui, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle la dysphorie de genre. C'est un sujet duquel on parle beaucoup en ce moment, beaucoup par rapport, en fin de compte, au nombre de cas qu'il y a. Et c'est un sujet sur lequel beaucoup de personnes disent beaucoup de choses. Et en fin de compte, on ne sait pas du tout, on finit par pas savoir de quoi ça parle. Alors, la dysphorie de genre, ça n'est rien de nouveau, c'est vrai, ça a un certain âge, mais ça a un petit peu changé au fil du temps, et ça ne veut pas toujours dire la même chose. Enfin, ça ne veut pas dire la même chose aujourd'hui que ça voulait le dire il y a quelques années. Alors, on va prendre la définition qu'il y a dans ce qui s'appelle le DSM-5. C'est donc le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Alors, c'est traduit en français. Je ne sais pas exactement comment il s'appelle en français. Mais il est important de savoir que c'est donc un très gros livre qui a les définitions de la plupart des problèmes psychologiques. Mais ce n'est pas c'est pas une Bible, ça n'est pas quelque chose qu'on est obligé de suivre. C'est l'avis de plusieurs psychiatres, etc., qui se sont mis ensemble. C'est beaucoup de personnes qui savent de quoi elles parlent, bien entendu, mais c'est un travail qui est continu, il est mis à jour régulièrement. Mais ça veut dire que les définitions changent, il va y avoir des choses qui vont disparaître, et de nouvelles choses qui vont y apparaître, et ça n'est pas parce que c'est dans le bouquin écrit de cette façon que c'est juste et que c'est quelque chose que tout le monde doit suivre. On peut parfaitement, en tant que psy, quel qu'on soit, psychologue ou psychiatre ou ce que vous voulez, on peut parfaitement ne pas être d'accord et partir à partir d'autres études ou d'autres définitions. Ça n'est pas quelque chose qu'on est obligé de suivre. Et donc, cette dysphorie de genre, elle est répertoriée dans ce manuel, donc le diagnostic et statistique des troubles mentaux. Et auparavant, dans l'édition précédente, je crois dans le 4, elle était connue sous le nom de trouble de l'identité de genre. Et en 2013, ça a été changé parce qu'ils trouvaient que ça stigmatisait un petit peu les gens qui en souffraient. Donc, plutôt que d'appeler ça un trouble de l'identité, c'est devenu donc tout simplement une dysphorie de genre. Pourquoi est-ce que les gens qui souffrent de la dysphorie de genre seraient plus sensibles à ça que les gens qui ont un autre trouble qu'on appelle un trouble, que ce soit la schizophrénie, la schizoïde ou ce que vous voulez. Je ne sais pas, mais en tout cas, ils se sont mis d'accord pour changer un petit peu la définition, enfin le nom de la définition. Auparavant, donc, le trouble était présenté comme un trouble qui était lié à l'identité, et c'est donc pour ça qu'il était connu comme le trouble de l'identité de genre. Et aujourd'hui, ils ont préféré se baser sur l'inconfort et la détresse qui étaient causés par cette dysphorie. Encore une fois, personnellement, je ne comprends pas vraiment pourquoi on mélange un petit peu les deux et pourquoi l'un devrait empêcher l'autre. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que là, on a pris un point de vue politique plutôt qu'un point de vue psychologique. Et je crois que c'est important à se souvenir parce que, comme on va le voir, la politique a beaucoup à faire avec justement ce trouble. Alors, pour ce qui est du nombre d'hommes et de femmes touchés, d'après la DSM-5, ils estiment qu'entre 0,05% et 0,014% des hommes, donc moins d'1%, entre 1,5 et 1%, 1,5%, souffriraient de ce syndrome, enfin de ce trouble, et entre 0,02% et 0,03% des femmes seraient touchées également. Il ne faut pas confondre justement la dysphorie de genre et les personnes transgenres, parce que vous allez voir des personnes transgenres qui souffrent de la dysphorie de genre, mais pas toutes.
et vice-versa. Toutes les personnes qui souffrent de dysphorie de genre ne vont pas nécessairement devenir transgenres ou ne sont pas nécessairement transgenres. Mais c'est un fait que la dysphorie de genre est plus courante parmi les personnes qui sont transgenres. Alors, encore une fois, d'après le DSM-5, il y a certains signes qui vont faire diagnostiquer une personne comme souffrant de dysphorie de genre ou pas. Il va y avoir 2 sets de conditions qui vont être l'une pour l'adolescent et l'adulte et l'autre pour l'enfant. Alors, pour être diagnostiqué avec une dysphorie de genre à l'adolescence ou à l'âge adulte, l'individu doit avoir une certaine détresse et des déficiences cliniquement significatives dans les domaines sociaux, professionnels et dans d'autres domaines importants de la vie. Et ces sentiments, ces déficiences et ces sentiments de détresse doivent durer au moins 6 mois et ils doivent être accompagnés d'au moins 2 des éléments que je vais nommer là maintenant. Alors, j'aimerais dire que 6 mois, c'est pas beaucoup. Parce que à l'origine, pour la dysphorie de genre, il fallait beaucoup plus longtemps. C'était un mal dont les gens souffraient pendant des années avant qu'on puisse dire « Ok, là, il y a un problème ». On a raccourci cette période en une période maintenant de 6 mois. Et en plus, il y a ce qu'on appelle la dysphorie de genre rapide, qui devrait donc se produire en l'espace de quelques semaines ou de moins de 6 mois. Et en utilisant cette dysphorie de genre rapide, on peut donc mener des enfants ou des ados ou même des adultes à la transgenre et à différentes opérations à l'espace de quelques mois. Donc, pour l'instant, on va dire 6 mois, apparemment. Et les signes, il faut qu'il y ait donc au moins 2 des éléments suivants. Alors, ça va être une incongruité significative entre les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires et le genre vécu de l'individu. Alors, les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires, les secondaires, ça va être les caractéristiques sexuelles qui arrivent généralement à l'adolescence ou lorsque, pour les autres mammifères, c'est lorsqu'ils passent à l'âge adulte. Ça va être, alors, les caractéristiques sexuelles primaires, ça va être votre sexe, si vous avez l'un ou l'autre. Et les caractéristiques sexuelles secondaires, ça va être les hanches qui vont s'élargir pour les filles, les poils sur la poitrine, etc., etc. Donc, lorsque le genre vécu de l'individu est incongru ou est ressenti comme incongru par rapport aux caractéristiques sexuelles physiques, en quelque sorte, là, on va dire qu'on a un des signes. Il peut avoir aussi un désir marqué de se débarrasser des caractères sexuels primaires ou secondaires, c'est-à-dire donc que la personne ou l'individu va vouloir se débarrasser de ces caractères, va vouloir avoir les caractères donc de l'autre sexe. Un désir d'avoir les caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires de leur genre expérimenté, ce qui est plus ou moins la même chose vu avec des autres lunettes. On veut se débarrasser de l'un et donc on veut avoir les caractéristiques sexuelles de l'autre. Donc disons, si on a ces 2-là, c'est bon, on en a 2 sur 6. Un désir d'être leur sexe expérimenté, c'est donc pas seulement d'avoir les caractéristiques sexuelles, mais aussi de l'être, d'être cette personne. Un souhait d'être traité comme leur sexe expérimenté et une croyance qu'ils ont les comportements, les sentiments et les réactions qui sont caractéristiques de leur genre expérimenté. Donc, en gros, ça va être une personne qui va se sentir mal dans son corps actuel et qui veut avoir les caractéristiques sexuelles du sexe opposé en règle générale, qui veut qu'on le traite comme le sexe opposé, qui a désir être du sexe opposé et qui ne désire plus avoir le sexe et les caractéristiques sexuelles de son sexe de naissance. Chez les enfants, heureusement, dira-t-on, on a aussi des caractéristiques. Alors là, il y en a 8 qui se ressemblent également beaucoup. Et là, il ne faut pas qu'il y ait 2 caractères qui soient acceptés, mais il faut qu'il y en ait au moins 6 sur les 8. Il faut trouver au moins 6 des catégories suivantes sur les 8 caractères que je vais donner pour pouvoir dire que là, il y a un problème. Et là aussi, on joue sur une période de 6 mois
consécutive, bien entendu. Là, on parle des enfants parce que ça a été constaté, d'après certaines constatations, il aurait été constaté ce genre de problème chez les enfants à partir de l'âge de 4 ans. Alors, par exemple, ça peut être l'insistance sur le fait qu'ils sont du sexe opposé ou le désir d'être du sexe opposé. Ça peut être une préférence pour s'engager dans les jeux de fantaisie ou faire semblant d'être du sexe opposé. Une préférence pour les vêtements généralement associés au genre au sexe opposé. Une préférence pour les jouets stéréotypiquement préférés par le sexe opposé. Rejeter les jouets ou les activités généralement associées à leur sexe. Alors ils disent le sexe assigné. Alors, donc, en fin de compte, là, on peut voir comment les choses sont en fin de compte reliées, parce que si on a une préférence pour les jouets stéréotypiquement préférés par le sexe opposé, le plus souvent, il va y avoir un rejet des jouets et des activités associées au sexe que l'on a. Donc, quand on a un, généralement, là, on a généralement les deux. Exprimer son aversion pour ses caractéristiques sexuelles physiques. Un désir d'avoir les caractéristiques sexuelles qui correspondent à leur identité de genre. Donc là, en fin de compte, là aussi, c'est relié. Vous allez d'un côté exprimer votre aversion pour les caractéristiques que l'on a et avoir un désir des caractéristiques sexuelles qui correspondent à l'autre sexe. Et préférer jouer avec d'autres enfants du sexe opposé. Alors là, déjà, j'aimerais dire que beaucoup de personnes pourront se reconnaître dans beaucoup de ces signes en tant qu'enfants. Et c'est relativement normal et c'est relativement courant que vous allez avoir des enfants qui vont préférer jouer, des garçons qui vont préférer jouer avec des poupées et des filles qui vont préférer jouer avec des jeux de garçons. Ça peut être quelque chose qui peut durer quelques années, beaucoup plus que 6 mois justement, mais peut-être même toute leur vie, mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'elles ont un désir d'être du sexe opposé. Et là, c'est un petit peu l'un des soucis qu'il y a dans toute cette problématique, c'est que lors du développement sexuel de tout mammifère, et donc des hommes et des femmes également, on va avoir une espèce de fluidité, surtout lorsqu'on est enfant et surtout lorsqu'on est adolescent, où on va alterner un petit peu entre les deux, sans pour autant nécessairement vouloir faire le pas ou avoir besoin de faire le pas. Mais ça, je vais y revenir d'ici un instant. Pour l'instant, je me suis contenté de faire les descriptions qui sont donc les descriptions acceptées pour la dysphorie de genre, pour poser le diagnostic et que tout psychiatre ou psychologue va utiliser généralement pour pouvoir définir si l'enfant ou l'adolescent ou la personne en face de lui souffre de dysphorie de genre ou pas. L'un des soucis est donc que c'est quelque chose que la personne elle-même témoigne. Ce sont des phrases qu'elle va dire, et ça peut parfaitement être des phrases apprises, ou ça peut parfaitement être des phrases qu'on a été coaché à dire si on veut vraiment avoir un changement de sexe pour une raison ou pour une autre. Et d'ailleurs, c'est parfaitement connu que dans le domaine des trans, il y a et des associations et des forums d'aide où on va dire, quand le psy te demandera ceci et cela, la meilleure des réponses, c'est ceci et cela, etc., etc. Si tu veux changer de sexe pour te faire accepter, pour faire accepter la situation, voilà les réponses à quelles questions il va s'agir. De plus, vous pouvez trouver ce genre d'informations sur Internet, donc vous n'avez même pas besoin d'aller à une réunion. On a donc ces caractéristiques. Et ce qui devient extrêmement intéressant, c'est lorsque l'on va commencer à parler des causes de la dysphorie de genre. Parce que, bizarrement, il y avait des causes, fut un temps, on en parlait, et aujourd'hui, en fin de compte, on ne sait plus trop. Alors là, pour une fois, je vais lire la définition, parce que généralement, je ne fais pas ça, je ne suis pas du genre à lire mes fiches que les gens peuvent lire eux-mêmes à l'écran. Mais là, je veux les lire pour vraiment qu'on soit bien d'accord sur ce qui est dit. Donc, les causes exactes de la dysphorie de genre ne sont pas entièrement comprises, mais plusieurs facteurs peuvent jouer un rôle. Bon, ça, c'est le cas dans la plupart des problèmes psychologiques.
La génétique, les influences hormonales au cours du développement prénatal et les facteurs environnementaux peuvent être impliqués. Donc on ne sait pas. Peuvent. Par exemple, l'exposition prénatale à certains produits chimiques a été associée à des perturbations du développement normal de la détermination du sexe avant la naissance. Ça, c'est exact. On sait parfaitement que certains médicaments, etc., peuvent avoir une influence là-dessus. La recherche indique également un lien génétique puisqu'il existe une prévalence partagée plus élevée entre les jumeaux identiques que les jumeaux fraternels. Ça, on va y revenir dans un instant. L'apparition de la dysphorie de genre survient souvent pendant la petite enfance. Bien que les mécanismes exacts ne soient pas clairs, nous savons que lorsque les enfants naissent, un sexe leur est attribué en fonction de leur anatomie physique. Alors là, j'aimerais bien que l'on remarque, que l'on nous dit qu'un sexe leur est attribué en fonction de leur anatomie physique. En fin de compte, en bon français, on veut dire qu'on fait là une constatation. On constate le sexe de l'enfant. Ce n'est pas quelque chose qui leur est attribué, c'est quelque chose que l'on voit, c'est quelque chose que l'on constate. On peut parfaitement voir s'il y a un sexe ou l'autre. Et ça, c'est important, et ça, je vais revenir dans un instant parce que on revient dessus justement. Le sexe assigné à un enfant à la naissance détermine souvent comment il est élevé et comment les autres interagissent avec lui. Et là, encore une fois, on peut voir le sexe assigné à un enfant, comme si c'est quelque chose que l'on donnait. Or, c'est faux, c'est une constatation. Le fait de dire qu'un sexe est assigné ou qu'un sexe est attribué, c'est quelque chose qui, à l'origine, était fait lorsque les enfants naissaient avec une malformation génétique et qu'ils avaient des éléments des deux sexes et donc que l'on ne pouvait pas exactement savoir si c'était l'un ou l'autre. Donc, on leur attribuait un sexe, on leur assignait un sexe d'après les premières constatations. Le temps de voir par des radios, etc., si par exemple ils avaient un utérus ou pas, s'il y avait des testicules ou pas, etc., etc. Donc, c'est dans ces cas-là que l'on assignait un sexe, avec la possibilité donc de changer d'avis en cours de route si l'enfant se développait dans une direction ou dans un autre. Mais on ne parle pas d'un enfant qui n'a pas de problème génétique, qui donc est né avec un sexe masculin ou féminin, et donc dans ce cas-là, on constate le sexe. Mais là, on a changé le langage et on a en fin de compte transformé la constatation en un sexe assigné ou en un mécanisme, ou en, comment ils disent ça, ils appellent ça un sexe attribué. Voilà, sexe attribué. Donc, en fin de compte, c'est pas du tout ça, c'est un sexe constaté. En vieillissant, elles peuvent commencer à ressentir un décalage entre leur identité de genre et leur sexe assigné. Voilà. Et dans certains cas, cette inadéquation peut entraîner des sentiments de dysphorie de genre. Donc, en gros, si un enfant ressent un décalage entre leur sexe et ce qu'ils ont envie ou ce qu'ils ressentent, etc., on peut commencer en fin de compte à parler de dysphorie de genre. Et si on peut constater donc sexe c'est en danois, sexe c'est en danois pour 6. Donc s'il y a 6 des signes que j'ai nommés, ben c'est bon. J'ai été interpellé par la recherche indique également un lien génétique puisqu'il existe une prévalence partagée plus élevée entre les jumeaux identiques que les jumeaux fraternels. Ça, je me suis dit, ça c'est intéressant parce que si on parle de quelque chose de génétique, alors là, oui, bien entendu, il y a quelque chose de problématique. Alors là, il y avait une petite note que j'ai enlevée lorsque j'ai fait la copie. Et donc, sur cette note, il y avait l'étude sur laquelle il basait ce qu'il disait là. Et cette étude, je l'ai retrouvée, bien entendu. Elle est là. Vous pouvez la retrouver aussi. Il vous suffit de recopier le lien que vous pouvez voir là sur votre image. Et donc, cette étude date du 18 juillet 2022. Donc, elle a été mise à jour le 18 juillet 2022 la dernière fois. Donc, elle date peut-être d'un peu plus longtemps, je ne sais pas exactement. Et en fin de compte, ce n'est pas vraiment une étude. Pour commencer, c'est dira-t-on, une étude des études, c'est-à-dire qu'ils sont basés sur différentes études qui ont été faites, différentes écritures, différents bouquins, et donc ils en ont fait une espèce de concentré pour voir un petit peu la dysphorie de genre. Et j'ai pu retrouver l'endroit où il parlait justement du côté génétique, et il y en a pas beaucoup, hein, je l'ai retrouvé, il est ici. Alors bon, il est en anglais, mais je vais vous le traduire en français quand même, je vais être sympa. Et là, ce qui est écrit exactement,
rien d'autre, c'est une association génétique est également identifiée comme l'une des causes de la dysphorie de genre. L'héritabilité et la famille de la dysphorie de genre ont été identifiées. Par exemple, une prévalence plus élevée, alors notez le par exemple, une prévalence plus élevée chez les jumeaux monozygotes que chez les jumeaux dizygotes. Certains allèles, CYP17 et CYP17T34C, alors un allèle, c'est chacun des deux gènes qui sont localisés au même niveau sur chaque membre d'une paire de chromosomes homologues. Donc ce sont des chromosomes en quelque sorte, c'est des gènes. Ce sont également avérés avoir une association, bien qu'il soit difficile de dire s'il s'agit simplement d'une association ou d'une causalité. Donc ce n'est pas une cause, ils ne sont pas sûrs, c'est une association, merely association, à peine une association. Donc en fin de compte, on n'est pas vraiment sûr de ça. Et ça, c'est basé sur une autre étude. Et cette étude, c'est en fin de compte un bouquin qui s'appelle Traits de autisme, du désordre, enfin du problème du spectre autistique dans les adultes avec la dysphorie de genre. En fin de compte, c'est une étude qui a été faite donc sur ces chromosomes, entre autres, surtout chez les autistes. Et ça, c'est extrêmement important parce que, comme on va le voir dans un instant, en fin de compte, les autistes sont surreprésentés dans les problèmes de dysphorie de genre et également dans les transgenres. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on ne connaît pas vraiment les causes ? Oui et non. Oui et non. On connaît beaucoup des causes, en fin de compte. Alors oui, c'est vrai, il y a des problèmes hormonaux qu'on peut avoir. On sait parfaitement que dans toute évolution physique, il peut y avoir des problèmes génétiques, des problèmes hormonaux. On connaît tous des personnes de sexe féminin qui ont des moustaches, des personnes de sexe masculin qui ont des seins, enfin bref. Il peut y avoir certains problèmes, des troubles du développement qui peuvent être ou innés, on est né comme ça, ou alors qui peuvent être dus à des problèmes qui ont été à cause de médicaments qui ont été pris, ou des médicaments qui ont été pris pendant que la mère était enceinte, enfin bref. Après, il peut y avoir certains problèmes physiques, c'est exact. Et là, dans ce cas-là, il peut y avoir une dysphorie de genre parce que, en fait, physiquement, on ne sait pas trop où on en est parce que, oui, on a les caractéristiques des deux personnalités, des deux sexes, et ça peut être très difficile de s'y retrouver. Et enfin, je trouve que quand on parle de personnes qui sont en doute sur leur sexe et qu'on les met sur le même plan, en quelque sorte, que les problèmes hormonaux de certaines autres personnes, c'est en fin de compte rapetisser un petit peu les personnes qui peuvent avoir de gros problèmes avec ça. Ensuite, il y a une différence dans la vitesse d'évolution. Alors, en règle générale, déjà, les êtres humains évolue beaucoup plus vite qu'on ne l'a fait auparavant. On a constaté que les petites filles, en fin de compte, ont leurs premières règles beaucoup plus jeunes que leur mère ou que leur grand-mère. En fin de compte, on sait que il est relativement courant que des petites filles ont leurs règles à l'âge de 11, 12, 13 ans, alors qu'auparavant, c'était un peu plus tard. Donc, dans notre évolution, on vit plus longtemps, bizarrement, et donc, en fin de compte, notre adolescence est beaucoup plus rapide. Le développement au départ est beaucoup plus rapide. Et ça a une importance parce que ça veut dire que du fait où beaucoup de choses vont beaucoup plus vite, il nous faut nous adapter beaucoup plus vite à un changement et à une évolution. Je veux dire, quand on était, ma génération, les générations avant, on était enfant plus longtemps. Alors déjà, auparavant, il n'y avait pas d'adolescence. Ça n'existait pas. On était enfant et puis après, on devenait adulte. L'adolescence, c'est un truc qui a commencé dans les années 60. Auparavant, on ne parlait pas de ça du tout. Il n'y avait pas le problème. Et c'est d'ailleurs un mot qui n'existe pas dans beaucoup de langues parce que c'est un concept qui n'existe pas dans beaucoup de cultures. Donc, à cette époque, il n'y avait pas du tout d'adolescence. Donc, on était enfant pendant un certain temps, et pendant tout ce temps-là, on avait le temps de s'habituer au changement corporel que l'on avait, au changement à la maturité, au fait de devenir plus mûr, de mûrir tout simplement. Ça allait quand même à une vitesse beaucoup plus lente. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui va à une vitesse extrêmement rapide, et il n'est pas étonnant qu'on a beaucoup de mal à s'y habituer, à comprendre ce qui se passe, et pourquoi, etc. Et dans ce cas-là,
c'est un petit peu normal que les jeunes gens soient un petit peu perturbés et aient du mal à s'y retrouver. Mais de là donc à dire ok, bah c'est un problème, c'est peut-être créer un problème là où il n'y en a pas. Si on donnait un petit peu plus de temps pour s'y habituer, pour évoluer, pour se développer tranquillement, plus tranquillement, on réglerait sûrement beaucoup plus de problèmes de ce côté-là. Donc oui, je dirais que dans la différence dans la vitesse de l'évolution a son mot à dire dans ce problème. Et justement, ce changement qui s'opère dans l'être humain, surtout en période donc de la jeunesse, de l'adolescence, de l'enfance, de l'adolescence, euh, c'est problématique, spécialement problématique pour les autistes et même pour les personnes qui souffrent de TDA, c'est-à-dire du trouble déficitaire de l'attention, parce que ce sont des personnes qui ont besoin d'un cadre relativement bien défini. Si les choses ne sont pas cadrées, ne sont pas claires, elles vont rapidement perdre pied, plus s'y retrouver, pas savoir à quoi se tenir, etc. Et cette période de changement psychologique, physique, etc., font que les enfants, surtout les autistes et les TDA, ils ont à peine le temps de s'habituer au changement qu'il y en a déjà un nouveau qui vient, et puis qu'il y en a un troisième qui vient, etc. Donc ils sont un petit peu perturbés. Et c'est pour ça que, comme ils sont en recherche d'un cadre, ben, si on leur dit c'est parce que tu es né dans le mauvais sexe, ok, bon, ben, ça c'est une bonne solution. Bon, ils vont répéter ce qu'on leur dit, et puis ils vont éventuellement devenir transgenres, changer de sexe, comme ça, le problème réglé. Le problème, c'est que le problème, justement, n'est pas réglé parce qu'ils vont continuer à avoir ces problèmes-là, mais ça, on y reviendra d'ici quelques minutes. Donc, ces changements, pour certaines personnalités, donc les TDA, les autistes et peut-être d'autres personnes qui ont besoin de plus de stabilité. On n'a pas besoin d'être autiste ou de souffrir de TDA pour vouloir quelque chose de stable. Eh ben oui, ils vont être plus facilement déstabilisés par les changements hormonaux, par les changements, la voix qui mue, les seins qui poussent, enfin bref, tous les trucs qui se produisent. Ouais, ça peut être quelque chose qui peut perturber. Prenons un petit peu plus le temps et puis voilà. Et puis, il y a un autre phénomène dont on parle moins. Et en fin de compte, c'est les proches. Alors, là, la personne que vous pouvez voir sur la photo, c'est moi, quand j'avais 1 mois, je crois. 1 mois et demi, un truc comme ça. Je devais avoir un peu plus parce que je suis assis. Bon, disons 2-3 mois, il n'en parle non plus. En fin de compte, ma mère, elle voulait avoir une fille, et elle voulait qu'elle soit blonde et aux yeux bleus. Pas de bol, elle a eu un garçon, brun, aux yeux marron noisette. C'est pas de chance. Et pendant les quelques années où j'ai vécu chez ma mère, j'en suis parti à un âge relativement jeune. J'ai été enlevé de chez ma mère à un âge relativement jeune à cause de maltraitance. Fut une période, donc, quand j'avais 3 ou 4 ans, donc où ma mère m'avait en sa garde, et puis elle me mettait de l'eau de Cologne dans les cheveux parce que quand on sort au soleil, alors c'était surtout en été, ça éclaircit les cheveux, ça nous rend un petit peu plus blonds. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur cette photo, j'ai les cheveux plus clairs que je les avais auparavant et que je les ai, bon, maintenant ils sont blancs, mais donc que je les ai eu plus tard. Et puis, elle me laissait les cheveux longs. Alors peut-être que ça, vous le remarquez pas maintenant parce qu'aujourd'hui ça choquerait personne. Mais à l'époque, en 1965-66, les petits garçons, ils n'avaient pas les cheveux longs comme ça qui couvraient les oreilles. Il fallait avoir les cheveux bien dégagés au-dessus des oreilles. Et puis, elle m'avait acheté, par exemple, aussi des belles chaussures vernies. Comme ça, des chaussures de fille. Je me souviens que je ne voulais pas les mettre parce que je disais c'est des chaussures de fille, je suis pas une fille. Et quand je sortais dans la rue, je me souviens, il y avait des ouvriers qui étaient en train de démolir la rue en face de chez nous. Et puis, chaque fois qu'ils me voyaient, oh bonjour mademoiselle, qu'est-ce qu'elle est mignonne, etc. Et moi je me mettais en colère. Et puis ma mère, elle trouvait que j'étais mignonne. Bref, ce que je veux dire, c'est que là, avec une mère telle que je l'avais, qui en plus de ça était psy, de là à ce qu'elle me mette dans la tête qu'en fin de compte j'étais du mauvais genre, il n'y a pas loin.
parce que surtout que je jouais pas avec les garçons, je jouais surtout avec les filles. J'aimais bien les jeux avec les filles, je les trouvais plus calmes. Le football, ça m'a jamais intéressé, ça m'intéresse toujours pas. La boxe non plus. Enfin bref, je faisais de la danse classique, j'étais intéressé à la musique. Je veux dire, si j'avais été né 40 ans plus tard, c'est bon. Vous m'aurez pas eu aujourd'hui comme je le suis et j'aurais été une toute autre personne. Et je crois que ça aurait été dommage pour beaucoup de personnes. Ce que je veux dire, c'est que l'influence des pères, que ce soit la famille, que ce soit les parents narcissiques qui veulent avoir un autre genre de personne, un autre genre d'enfant, que ce soit pour des raisons plus ou moins psychologiques, plus ou moins basées sur des copains, des copines pour faire partie d'un groupe, pour avoir un désir d'appartenance. Vous avez toute cette pression sociologique sur l'enfant qui peut parfaitement démarrer une dysphorie du genre et qui peut mener donc à des enfants transgenres et à des catastrophes. Parce que à cette époque, ça se faisait pas, mais aujourd'hui, ça se fait. Mais si on commence à donner à un enfant ou à un jeune adulte ou à un ado des hormones, des blocages, des choses pour bloquer le développement, etc., on va lui détruire sa vie, on va lui détruire son physique, on va lui détruire son futur. Il finira par ne pas être du sexe opposé parce que c'est pas vrai. Les personnes transgenres, on peut parfaitement voir que ce sont toujours des garçons ou des filles ce qu'ils étaient auparavant. Ils ne sont pas vraiment ni l'un ni l'autre, ils continuent à être entre les deux, et puis ça se finit généralement très mal. À l'époque, ce qu'il fallait lorsqu'il y avait ce problème, lorsqu'on commençait à avoir le problème de la dysphorie de genre, c'était en parler avec ses parents, c'était en parler avec un psy qui nous aidait éventuellement à accepter certaines choses, à se développer, que certaines choses étaient normales, qu'il était parfaitement normal de pas toujours aimer les jeux des garçons, qu'il était parfaitement normal d'aimer la musique classique plutôt que d'écouter du rap. Ça ne voulait pas dire qu'on était pédé ou qu'on était ceci ou qu'on était cela. Enfin bref, il n'y avait pas autant de barrières qui vous mettaient dans une catégorie à partir du moment où vous aviez le plus petit problème. Aujourd'hui, il faut passer à l'acte. Et ça mène justement à une catastrophe parce que les recherches montrent également que les personnes transgenres ont une très grande majorité de problèmes. Ils ont un taux élevé de dépression, ils ont des pratiques mutilatoires, ils ont plus de consommation de stupéfiants et d'alcool, ils ont plus de troubles alimentaires. Une étude menée en 2019 sur 677 jeunes personnes indique que 18,9% ont fait une tentative de suicide, 52,6% ont eu des idées suicidaires durant leur année d'études. Selon une étude de Pérez-Brumer en Californie, sur 7653 jeunes de personnes trans d'une moyenne d'âge de 15 ans, en comparaison avec 630 000 jeunes cisgenres, les jeunes trans ont 3 fois plus de risques d'avoir des idées suicidaires et 5 fois plus de risques de faire des dépressions. Une recherche menée en Australie aboutit à 48,1% des 859 jeunes personnes trans interrogées qui auraient fait une tentative de suicide. Une autre étude menée par Transpulse fait état en Ontario de 77% sur 433 jeunes personnes trans ayant eu des idées suicidaires et 43% de passage à l'acte. Bref, vous avez des tas d'études qui vont confirmer ces chiffres, ce qui veut bel et bien dire qu'il y a un problème si on transforme une petite chose en un problème et que ce problème, on le transforme en un plus gros problème et on l'utilise à des fins politiques. En gros, oui, la dysphorie de genre existe, mais elle n'existe qu'extrêmement peu. Alors, je ne parle pas des personnes qui sont nées avec les deux sexes dont j'ai parlé auparavant, qui ont un problème génétique et qui, bien entendu, ont un problème génétique et peuvent avoir des problèmes hormonaux, donc on met tout cela de côté, ce qui laisse quelques personnes qui peuvent avoir un problème vraiment profond, psychologiquement parlant, mais pour la plupart des autres personnes, c'est tout simplement une pression de groupe, c'est une idée par les médias, par les réseaux sociaux, par des parents narcissiques, par des copains narcissiques, par ce que vous voulez. Et cela va finir par poser de très très gros problèmes. D'ici, je dirais au grand maximum une dizaine d'années, on va pouvoir voir arriver les premiers gros problèmes. Les premiers gros problèmes sont déjà arrivés, mais ça va vraiment donner une vague de problèmes dont il va être très difficile de sortir. Voilà.
C'était pas vraiment la joie pour le dernier webinaire de l'année, mais je trouve que c'était un problème dont il fallait parler et dont il fallait en fin de compte mettre certaines choses bien en évidence. Et je vais vous dire merci d'être venu et puis passez de bonnes fêtes de Noël, bonne année 2023. On se reverra aux environs de la mi-janvier 2023, c'est là où je reviendrai. Dans l'entretemps, je referai quelques petites vidéos peut-être au mois de décembre, donc gardez un œil sur ma chaîne YouTube. Mais sans ça, je vous dis bonne fête et puis à bientôt et au revoir. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Sans divan. Cyril Malka. Cyril Malka, sans divan.